Le testament est clair, a déclaré l'avocat de mon père. Elle ne reçoit rien. Le juge a hoché la tête, et a tendu la main vers son marteau. Je suis resté immobile, alors que mon père et mon frère applaudissaient, pour célébrer la nouvelle. Puis, j'ai ouvert mon dossier, j'ai regardé mon père droit dans les yeux, et j'ai dit, « Vous avez oublié une chose. » La salle d'audience entière a plongé dans le silence. Même le juge s'est arrêté. Le sourire de mon frère, David, s'est figé au milieu de son visage. Mon père, Richard Parker, s'est penché en avant, sur sa chaise. Pour la première fois de la matinée, il avait l'air nerveux. Et c'était exactement la réaction que j'avais tant attendue. Mais, avant de vous révéler ce qui se trouvait à l'intérieur de ce dossier, je dois vous expliquer comment j'ai fini par me retrouver dans un tribunal des successions, dans le comté de Franklin, en Ohio, à m'entendre dire que je n'avais pas droit à un seul euro. De la part de l'homme que j'aimais le plus. Je m'appelle Emily Parker. J'avais 62 ans, lorsque cela s'est produit. Pendant la majeure partie de ma vie, j'ai été la personne discrète de la famille. J'ai travaillé comme bibliothécaire, dans une école publique, pendant près de 35 ans. Je ne suis jamais devenu riche. Je n'ai jamais possédé de maison luxueuse. Je n'ai jamais conduit de voiture de luxe. J'ai passé ma carrière à aider les enfants à découvrir les livres. Et, honnêtement, j'en étais fier. Mon père ne l'a jamais compris. Richard Parker croyait que le succès se mesurait au compte bancaire, aux propriétés, et au statut social. Mon frère aîné, David, tenait de lui. David travaillait dans l'immobilier. Il adorait parler d'investissement, de profit, et de transactions. Les réunions de famille ressemblaient souvent à des réunions d'affaires, chaque fois que ces deux-là étaient ensemble. J'étais toujours l'intruse, la fille décevante, celle qui, soi-disant, manquait d'ambition. Au fil des ans, j'ai appris à vivre avec cela. Ce qui comptait le plus pour moi, ce n'était pas l'approbation de mon père. C'était mon grand-père, Walter Parker. Pour moi, il était tout simplement grand-père. C'était l'homme le plus gentil que j'ai jamais connu. Un vétéran de la guerre de Corée, un fermier, un mari resté fidèle à une seule femme pendant 56 ans, un homme qui n'élevait jamais la voix, mais qui, d'une manière ou d'une autre, imposait le respect partout où il allait. Quand grand-mère est décédée en 2010, quelque chose a changé en lui. Il est devenu plus silencieux, plus solitaire. La famille lui rendait visite moins souvent, en particulier mon père et David. Au début, ils venaient régulièrement. Ensuite, les visites sont devenues plus courtes. Puis, elles se sont raréfiées. Je comprenais que la vie est bien remplie. Les gens ont des emplois, des enfants, des responsabilités. Mais, grand-père passait de plus en plus de soirées tout seul. Alors, j'ai commencé à passer le voir, après le travail. Au début, c'était une fois par semaine, puis 2. Ensuite, presque tous les jours, je l'aidais avec les courses, les rendez-vous médicaux, les horaires de médicaments, les factures, et les centaines de petites tâches, qui deviennent difficiles à accomplir à mesure que l'on vieillit. Je n'ai jamais considéré cela comme un sacrifice. J'appréciais le temps que nous passions ensemble. Certains de mes souvenirs les plus heureux se sont forgés, au cours de ces années. Nous nous asseyions sur son porche, pour regarder les couchers de soleil. Il racontait des histoires sur l'agriculture dans les années 1950, des histoires sur grand-mère, des histoires sur les erreurs qu'il avait commises, et des histoires sur l'Amérique qui changeait, tout au long de sa vie. Il était assez sage pour savoir que chaque génération pense que la suivante ruine le pays, et assez sage pour en rire. Pendant ce temps, mon père et mon frère restaient pour la plupart absents, à l'exception des jours de fête, et des discussions sur l'argent. Je l'ai remarqué. Grand-père l'avait remarqué aussi, bien qu'il s'en plaignît rarement. Les dernières années de sa vie sont devenues, de plus en plus, difficiles. Sa santé a décliné. L'arthrite rendait la marche douloureuse. Sa vue a baissé. Il y a eu des visites à l'hôpital, des spécialistes, des rendez-vous de physiothérapie. J'étais généralement celle qui s'asseyait à côté de lui, tenant les papiers, posant des questions, prenant des notes. Non pas parce qu'on me l'avait demandé, mais parce que quelqu'un devait le faire, et parce que je l'aimais. Environ 3 ans avant sa mort, je me souviens d'une conversation qui m'a marqué. Nous étions assis dans sa cuisine, en train de boire du café. La même cuisine où il avait pris son petit déjeuner, presque tous les matins, pendant 50 ans. Il a regardé par la fenêtre,
pendant un long moment. Puis, il a dit quelque chose d'étrange. Émilie, parfois, les gens te montrent qui ils sont vraiment, quand ils pensent que tu n'es plus utile. Je l'ai regardé. Que veux-tu dire? Il a souri doucement. Oh, juste les observations d'un vieil homme. Je n'ai pas insisté, mais aujourd'hui, je regrette de ne pas l'avoir fait, car en y repensant, je crois qu'il essayait de me dire quelque chose. Au cours des années suivantes, j'ai remarqué que des tensions grandissaient, sous la surface. Chaque fois que mon père venait nous rendre visite, les conversations semblaient tendues. Il y avait des disputes, à huis clos. Des discussions qui s'arrêtaient, dès que j'entrais dans la pièce. Plus d'une fois, j'ai surpris grand-père l'air épuisé par la suite, mais il ne s'est jamais expliqué, et j'ai respecté sa vie privée. Puis est venu l'hiver, et tout a changé. Grand-père a fait une chute grave. À 88 ans, la convalescence a été difficile. Il a passé plusieurs semaines, en centre de rééducation. Je lui rendais visite presque tous les jours, et parfois, 2 fois par jour. Mon père et mon frère venaient de temps en temps, généralement pour de courtes visites. Les infirmières l'ont remarqué. Les familles pensent toujours que le personnel médical ne fait pas attention. Pourtant, ils le font. Un après-midi, une infirmière m'a prise à part. « Votre grand-père parle de vous constamment », a-t-elle dit. J'ai souri. Il a toujours été gentil. Elle a secoué la tête. Non, c'est plus que cela. Il est reconnaissant. Cette conversation m'est restée en mémoire. Quelques mois plus tard, grand-père est rentré chez lui, mais il n'a plus jamais été tout à fait le même. L'âge finissait par le rattraper. Un soir, environ 6 mois avant sa mort, il m'a tendu une petite clé en laiton. Je me souviens l'avoir regardée avec confusion. À quoi sert-elle? Il a souri. Tu le sauras, si jamais tu en as besoin. J'ai ri. Ce n'est pas très utile. La vie l'est rarement. J'ai glissé la clé dans mon sac à main, et je l'ai oubliée. À l'époque, cela ressemblait à un autre des mystères à l'ancienne, de grand-père. Je n'avais aucune idée que cette minuscule clé allait, finalement, tout changer. Puis, par un matin tranquille d'octobre, j'ai reçu l'appel. Grand-père s'était éteint paisiblement, dans son sommeil. Le chagrin m'a frappé plus durement, que je ne l'aurais imaginé. À 62 ans, j'avais déjà perdu des proches. Des amis, des collègues, ma mère. Mais perdre grand-père, c'était différent. C'était comme perdre la dernière personne, qui me voyait vraiment. Les funérailles ont été belles, simples, exactement comme il l'aurait souhaité. Des gens de tout le comté sont venus présenter leur respect. Des fermiers, des anciens combattants, des voisins, des membres de l'église, d'anciens collègues. La file d'attente s'étirait jusqu'à l'extérieur. Cela seul aurait dû nous en dire long, sur le genre d'homme qu'il avait été. Mais une fois les funérailles terminées, quelque chose a basculé. Mon père et mon frère se sont soudainement montrés très intéressés par l'héritage. Des avocats sont apparus, des réunions ont été programmées, des documents ont été discutés, et en l'espace de quelques semaines, je me suis retrouvé assise dans un tribunal des successions, à écouter l'avocat de mon père expliquer pourquoi je ne méritais rien. Absolument rien. Pas un euro, pas un hectare de terre, pas même un souvenir. Comme si 30 années d'amour et de loyauté n'avaient jamais existé, comme si je n'avais jamais compté. Puis est venu le moment, qui a tout changé. J'ai ouvert le dossier posé sur mes genoux, ce dossier qui contenait une chose, dont personne dans cette salle n'avait connaissance. Et, alors que le sourire de mon père commençait à s'effacer, j'ai enfin pris la parole. Vous avez oublié une chose. Le juge a lentement baissé son marteau, et tous les regards de la salle se sont tournés vers moi. Le juge a abaissé son marteau, et m'a dévisagé. La salle d'audience était si silencieuse, que je pouvais entendre le bourdonnement des néons, au-dessus de nos têtes. Mon père a cessé de sourire. David a arrêté d'applaudir. Leur avocat a ajusté ses lunettes, et a regardé le dossier, que je tenais entre mes mains. Pendant un instant, personne n'a parlé. Puis, le juge s'est éclairci la gorge. Madame Parker, souhaitez-vous présenter des preuves supplémentaires? Oui, votre honneur. Ma voix m'a surprise moi-même. Calme, assuré. Après toutes ces années passées à être négligé, ignoré, et sous-estimé, je n'étais plus en colère. Plus maintenant. J'étais, tout simplement, prête.
Mais avant de remettre les documents, mon esprit a dérivé à travers les années, en repensant au long chemin qui m'avait mené ici. Parce que la vérité était que personne, dans cette salle d'audience, ne comprenait ma relation avec grand-père. Pas vraiment. Il voyait un vieil homme, qui avait accumulé des richesses. Moi, je voyais l'homme qui m'avait appris, ce qui comptait vraiment. En grandissant, je n'ai jamais été la favorite de mon père. Je ne dis pas cela avec amertume. C'est, tout simplement, la vérité. Certaines familles ont des dynamiques que tout le monde reconnaît silencieusement, mais dont personne ne discute ouvertement. Dans la nôtre, David était l'enfant prodige. Il était athlétique, confiant, populaire, bref, le fils que mon père avait toujours voulu. Quand David marquait un essai, papa célébrait l'événement. Quand David gagnait de l'argent, papa s'en vantait. Quand David a acheté sa première maison, papa l'a raconté à tout le monde, à l'église. Pendant ce temps, j'étais la fille qui aimait les livres. La fille qui passait ses samedis après-midi dans les bibliothèques, la fille qui est devenue enseignante, puis plus tard, bibliothécaire. Pour mon père, cela ressemblait à se contenter de la médiocrité. Il ne l'a jamais dit directement. Mais, parfois, ce que les gens ne disent pas est ce qui parle le plus fort. Je me souviens de ma remise de diplôme à l'université. Mon père m'a serré la main. Pas de câlin, pas de « je suis fier de toi ». Juste une poignée de main. Le genre de poignée de main que l'on donne à une connaissance d'affaires. Grand-père l'avait remarqué. Il remarquait toujours tout. Après la cérémonie, il m'a prise à part. Ne passe pas ta vie à essayer d'obtenir l'approbation de personnes qui ne savent pas comment la donner. À 22 ans, je n'avais pas complètement compris. À 62 ans, je comprenais parfaitement. Au fil des décennies, ma relation avec grand-père n'a fait que se renforcer, particulièrement après le décès de grand-mère. La solitude l'a frappé de plein fouet. Les gens sous-estiment souvent ce qui se passe lorsqu'une personne perd son conjoint, après 50 ans de mariage. La maison devient plus silencieuse. Les repas deviennent plus frugaux. Même les routines les plus simples semblent différentes. Grand-père se plaignait rarement, mais je pouvais le voir. Alors, je me suis montrée présente. Non pas parce que j'attendais quoi que ce soit, mais parce que c'est le devoir d'une famille. Chaque mardi après le travail, j'apportais les courses. Chaque vendredi, nous dînions ensemble. Les dimanches après-midi sont devenus notre tradition. Café, tarte et conversation. Parfois, nous parlions pendant des heures. Parfois, nous nous asseyions simplement sur le porche et regardions le monde passer. Aucun de nous n'avait besoin d'une conversation constante. Un silence confortable peut être une chose magnifique. Mon père et David venaient toujours de temps en temps, mais quelque chose avait changé. Les visites semblaient purement transactionnelles. Ils arrivaient généralement avec des questions. Des questions sur les propriétés, les investissements, les comptes bancaires, la valeur des terres, et les projets d'avenir. Je me souviens d'un repas de Thanksgiving, en particulier. Grand-père avait 84 ans. Son arthrite empirait. Le dîner était à peine terminé, que David a commencé à discuter des prix de l'immobilier local. Papa a participé immédiatement. En quelques minutes, il parlait d'opportunités de développement et de profits potentiels. Grand-père écoutait silencieusement. Finalement, il m'a regardé et a changé de sujet. Émilie, comment se passe ce programme de lecture à l'école primaire? Le contraste était impossible à ignorer. L'une des conversations était centrée sur l'argent. L'autre était centrée sur les personnes. Plus tard dans la soirée, alors que nous faisions la vaisselle ensemble, grand-père a secoué la tête. Tu sais ce qui m'inquiète? Quoi? Certaines personnes deviennent tellement obnubilées par l'héritage, qu'elles oublient que la personne est toujours en vie. J'ai regardé vers le salon, où papa et David discutaient de la valeur des propriétés. Tu parles d'eux? Grand-père a souri tristement. Je n'ai pas dit ça. Mais il n'avait pas besoin de le dire. Au fil des années, je me suis davantage impliqué pour l'aider. Les rendez-vous chez le médecin, la paperasse des assurances, les renouvellements d'ordonnances, les documents fiscaux, les réparations de la maison, et ses responsabilités sans fin, qui viennent avec la vieillesse. Je n'étais pas seul. Il y avait des voisins qui aidaient, des amis de l'église qui prenaient de ses nouvelles, mais j'étais la présence constante. La personne qui répondait toujours au téléphone.
La personne qui était là. Un soir d'hiver, une tempête de neige a provoqué une panne de courant, dans une grande partie du comté. Les routes étaient presque impraticables. La température a chuté bien en dessous de zéro. Je me suis bien couverte, j'ai conduit sur des kilomètres à travers des routes verglacées, et j'ai apporté à grand-père un groupe électrogène, que j'avais dans mon garage. À mon arrivée, il avait l'air choqué. « Tu as conduit par ce temps. » « Bien sûr. » Il a ri. « Tu dois être folle. » « C'est de famille. » Il a souri. Puis il a dit quelque chose, que je n'oublierai jamais. « Émilie, un jour tu comprendras qu'être présent compte bien plus, que ce que les gens imaginent. » À l'époque, je croyais qu'il parlait de gentillesse. Maintenant, je sais qu'il parlait de confiance. Environ un an avant sa mort, j'ai commencé à remarquer des changements subtils. Pas chez grand-père, mais chez papa et David. Leurs visites sont devenues plus fréquentes, plus intenses, plus privées. Ils fermaient les portes pendant leurs conversations. Ils baissaient la voix lorsque j'entrais dans une pièce. Parfois, j'attrapais des bribes. Des mots comme avocat, actif, transfert, planification. Chaque fois que je posais des questions, ils m'écartaient. Rien dont tu aies besoin de t'inquiéter. Peut-être pensait-il que je ne faisais pas attention. Peut-être croyait-il que je n'étais pas assez intelligente pour le remarquer. Quoi qu'il en soit, ils avaient tort. Un après-midi, après le départ de papa et de David, grand-père s'est assis tranquillement, à la table de sa cuisine. Il avait l'air épuisé. « Tout va bien ?» ai-je demandé. Il a hoché la tête, puis il l'a secoué, puis il a hoché la tête à nouveau. Finalement, il a soupiré. Les familles peuvent devenir compliquées, quand l'argent s'invite dans la conversation. Je me suis assise en face de lui. « Tu n'as pas à gérer tout ça tout seul. » Son regard s'est adouci. « Je sais. » Ensuite, il a tendu le bras à travers la table, et m'a serré la main. Un geste simple, mais lourd de sens. Des mois plus tard, est arrivé le jour, où il m'a remis la clé en laiton. Sur le coup, cela m'a semblé aléatoire. Aujourd'hui, avec le recul, je réalise que c'était tout sauf un hasard. Il avait déjà vu ce qui se préparait. Il s'était déjà préparé, et, d'une manière ou d'une autre, sans en expliquer pleinement la raison, il m'avait choisi pour porter une partie de cette responsabilité. Après la mort de grand-père, j'ai passé des semaines en deuil. La dernière chose que j'avais à l'esprit, c'était l'argent. Puis, les avis légaux ont commencé à arriver. Les dossiers d'homologation, les lettres d'avocat, les convocations au tribunal, et petit à petit, un tableau inquiétant s'est dessiné. Papa et David semblaient inhabituellement confiants. Ni tristes, ni pensifs, mais confiants, comme si l'issue avait déjà été décidée. Comme s'ils savaient quelque chose, que personne d'autre ne savait. Au début, j'ai ignoré ce sentiment. Puis, un soir, alors que je triais certaines des affaires personnelles de grand-père, j'ai retrouvé la clé en laiton, cette même clé qu'il m'avait remise, quelques mois plus tôt. Pendant plusieurs minutes, je l'ai simplement fixée. Un souvenir a refait surface, tu le sauras, si jamais tu en as besoin. Pour la première fois, je me suis demandé, si ce moment n'était pas enfin arrivé. Et cette question m'a mené vers une boîte métallique verrouillée, cachée exactement là, où grand-père m'avait dit de regarder, des années auparavant. Au moment même où je l'ai ouverte, toute ma compréhension de la famille a changé. Et maintenant, assise dans cette salle d'audience, tenant le contenu de cette boîte entre mes mains, je réalisais que grand-père s'était préparé pour ce jour, depuis tout ce temps. Mes mains ne tremblaient pas, alors que je me tenais devant le juge. Cela m'a surprise. Une version plus jeune de moi-même aurait été terrifiée. Pendant la majeure partie de ma vie, la confrontation m'a toujours mise mal à l'aise. Je préférais écouter plutôt que d'argumenter, comprendre plutôt que de me battre. Mais, debout dans cette salle d'audience, je ne parlais pas seulement pour moi-même. Je parlais pour grand-père, et d'une certaine manière, cela faisait toute la différence. Le juge a tendu la main. « Qu'avez-vous exactement là, Madame Parker ?» J'ai retiré soigneusement plusieurs documents, de la chemise cartonnée. Des documents récupérés dans une boîte métallique verrouillée, appartenant à mon grand-père. De l'autre côté de la pièce, l'expression de mon père s'est assombrie. David a bougé inconfortablement sur sa chaise. Leur avocat s'est levé immédiatement. « Votre honneur,
nous nous y opposons, à moins que la source et l'authenticité de ces documents ne puissent être établies. Le juge a acquiescé. Une préoccupation raisonnable. Puis, il m'a regardé. Pouvez-vous expliquer comment vous les avez obtenus? J'ai pris une profonde inspiration. 6 mois avant son décès, mon grand-père m'a donné une clé. La pièce est restée silencieuse. Il m'a dit que je le saurais, quand j'en aurais besoin. J'ai brandi la petite clé en laiton, la même que j'avais gardée dans mon sac à main pendant des mois, sans en comprendre l'importance. Après sa mort, j'ai trouvé une boîte en métal verrouillée, cachée dans un compartiment de rangement à l'intérieur de son atelier. Le juge m'a étudié attentivement. Et vous êtes certaine qu'elle lui appartenait? Oui, votre honneur. Mon père s'est soudainement levé. Ça ne prouve rien. Sa voix était tranchante. N'importe qui pourrait prétendre cela. Le juge a levé la main. Asseyez-vous, monsieur Parker. À contre-cœur, il a obéi. J'ai continué. La boîte contenait des lettres personnelles, des dossiers financiers, et des documents préparés par un avocat indépendant. Le tribunal est devenu encore plus silencieux. J'ai remarqué que David regardait papa, que papa regardait l'avocat, et que l'avocat semblait de plus en plus préoccupé. Ce fut le premier moment où j'ai senti qu'il savait peut-être déjà ce qui se préparait. Le juge a accepté le dossier. Pendant plusieurs minutes, il a examiné le contenu sans dire un mot. Personne n'a bougé. Personne n'a toussé. Personne n'a chuchoté. La tension était si palpable qu'on pouvait la sentir. Finalement, il a levé les yeux. Qui est l'avocat Michael Benson? J'ai immédiatement reconnu le nom. Il pratiquait le droit des successions à Columbus. Le juge a hoché la tête. Selon ces documents, Maître Benson a représenté votre grand-père, à titre privé, il y a environ 4 ans. L'avocat de mon père a immédiatement froncé les sourcils. Je n'ai jamais entendu parler de lui. Moi non plus. Du moins, pas avant d'avoir ouvert la boîte. Mes grands-pères, si. Et apparemment, il lui avait fait confiance. Le juge a poursuivi sa lecture. Puis, ses sourcils se sont haussés. Cela a attiré l'attention de tout le monde. Les juges ne sont pas censés montrer beaucoup d'émotion. Ce juge semblait soudainement intéressé. Très intéressé. De quoi s'agit-il exactement, votre honneur, a demandé l'avocat de mon père. Le juge n'a pas répondu tout de suite. Au lieu de cela, il a tourné plusieurs autres pages. Puis, il a regardé directement mon père. Monsieur Parker, étiez-vous au courant que votre père avait engagé un conseiller juridique indépendant, concernant sa succession? Le visage de mon père a pâli juste une seconde, mais je l'ai vu. Le juge l'a vu, lui aussi. Non, a répondu papa. Trop rapidement, et de manière trop catégorique. Le genre de réponse que les gens donnent, quand ils essaient de ne pas réfléchir. Le juge n'a rien dit. Il a simplement repris sa lecture. À l'intérieur, mon cœur battait la chamade, car c'était la première fois que je voyais ces documents, examinés par une personne d'autorité. Jusqu'à présent, je ne connaissais que ce que j'avais lu, toute seule à la table de ma cuisine. La nuit où j'ai ouvert la boîte restait gravée dans ma mémoire. J'avais conduit jusqu'à la maison après l'avoir trouvée, j'avais préparé du café, m'étais assise à la table de la salle à manger, et j'avais passé près de 6 heures, à lire chaque page. À minuit, toute la compréhension que j'avais des dernières années de grand-père, avait changé. Les documents révélaient une chose choquante. Plusieurs années auparavant, grand-père s'était inquiété de l'activité financière, impliquant certains de ses comptes. Pas vraiment parce qu'il manquait de l'argent, du moins pas au début, mais parce que les choses ne concordaient pas. Des virements, des retraits, des transactions, des changements qu'il avait déroutés, et qu'il n'avait pas complètement compris. Les dossiers suggéraient qu'il avait commencé à poser des questions. Des questions qui, apparemment, ne menaient nulle part. D'après des lettres écrites de la propre main de grand-père, il s'était de plus en plus inquiété que des membres de la famille ne prennent des décisions financières, sans les lui expliquer pleinement. Il n'a jamais accusé personne directement. Ce n'était pas son genre. Mais l'inquiétude était évidente. Une lettre contenait une phrase que je ne pourrais oublier. Je crains d'être traité comme un portefeuille, plutôt que comme un père. Lire ces mots m'avait brisé le cœur, car ils reflétaient exactement la solitude, dont j'avais été témoin durant ces dernières années.
Le juge a finalement atteint un autre document. Cette fois-ci, il a complètement arrêté de lire. Le silence s'est prolongé. 5 secondes, 10 secondes, 15. Puis, il a levé les yeux. Intéressant. L'avocat de mon père s'est immédiatement avancé. Votre honneur. Le juge a retiré ses lunettes. Il semble qu'il y ait un fonds en fiducie, trust. La salle s'est figée. J'ai entendu David inspirer brusquement. Mon père a dévisagé le juge. Quel fonds en fiducie? Les mots lui ont échappé avant qu'il ne puisse se retenir. Le juge l'a regardé directement. C'est précisément la question. Un fonds en fiducie. Ce mot a tout changé. La plupart des gens pensent qu'un testament contrôle tout, après la mort. Beaucoup ne réalisent pas que les fiducies fonctionnent souvent séparément, en dehors des procédures d'homologation normales. Et, d'après les documents que le juge avait sous les yeux, grand-père en avait établi un des années auparavant, discrètement, en privé, sans en informer la majeure partie de la famille. Le juge a continué à passer les pages en revue. Cette fiducie semble substantielle. Substantielle. Un autre mot, qui a changé l'atmosphère. L'avocat de mon père était maintenant visiblement déstabilisé. Il a demandé l'autorisation d'inspecter les documents. Le juge le lui a permis. Tandis que l'avocat parcourait les pages, j'ai vu la confiance s'effacer de son visage. Page après page. Document après document. Son expression devenait de plus en plus grave. Finalement, il s'est assis à côté de mon père. Ils ont chuchoté avec insistance. Papa avait l'air stupéfait. David avait l'air malade. Pour la première fois de la matinée, ils ne semblaient plus si sûrs de leur victoire. Ce fonds en fiducie n'était pas la seule découverte. Il y avait des lettres détaillées, une correspondance entre grand-père et maître Benson, des notes documentant ses inquiétudes, des comptes rendus de réunions, et des archives montrant une planification minutieuse. Plus important encore, il y avait des preuves suggérant que grand-père, de manière intentionnelle, avait structuré des parties de son patrimoine en dehors du testament. Pourquoi? Parce qu'il craignait que ses dernières volontés, autrement, ne soient pas respectées. Cette prise de conscience m'a blessé, non pas à cause de l'argent, mais parce qu'elle révélait à quel point il s'était inquiété, et combien il a dû se sentir seul, en prenant ses décisions. Le juge a fini par refermer le dossier. Je ne rendrai pas de décision aujourd'hui. Personne n'a parlé. Ce tribunal a besoin de temps, pour vérifier ces documents. L'avocat de mon père s'y est immédiatement opposé, mais sa voix manquait maintenant de conviction. Le juge n'était pas intéressé. J'ordonne une suspension temporaire des décisions d'homologation finale, dans l'attente d'un examen plus approfondi. Le marteau a frappé. Un claquement sec a résonné, à travers la salle d'audience. Et juste comme ça, tout a changé. L'audience a pris fin. Les gens ont commencé à se lever, à rassembler leurs papiers, à chuchoter entre eux, mais personne n'est parti immédiatement. Tout le monde semblait comprendre que quelque chose d'important venait de se produire. Pendant que je rangeais mon dossier, mon père s'est approché de moi. Son visage était rouge, en colère, confus et effrayé. « Que as-tu fait » La question m'a presque fait rire. Pendant 62 ans, j'avais été la fille dont personne ne s'inquiétait. La discrète, l'inoffensive. Et voilà que soudain, il voulait des réponses. Je l'ai regardé calmement. Je n'ai rien fait. Sa mâchoire s'est contractée. Tu as planifié ça? Non. J'ai secoué la tête. C'est grand-père qui l'a fait. Pendant un instant, aucun de nous n'a parlé. Puis, je suis passé devant lui, et je me suis dirigé vers la sortie du tribunal. Dehors, l'après-midi en Ohio paraissait étrangement lumineuse. L'air sentait la pluie fraîche. Et, pour la première fois depuis la mort de grand-père, j'ai ressenti quelque chose d'inattendu. Ni la victoire, ni la vengeance, mais de l'espoir. Parce que quelque part à l'intérieur de ces documents, se trouvait la vérité. Et, que cela plaise ou non à mon père, cette vérité commençait enfin à éclater au grand jour. 3 semaines après l'audience au tribunal, l'enquête a officiellement commencé. Avec le recul, ce fut le moment où mon père et mon frère ont cessé de traiter la situation comme un inconvénient mineur, pour commencer à réaliser qu'il pourrait bien avoir un sérieux problème. Jusque-là, ils avaient supposé que les documents de la fiducie n'étaient qu'une formalité technique oubliée,
un ralentisseur, un délai, rien de plus. Ils avaient tort. Le tribunal des successions a désigné un examinateur indépendant pour revoir les dossiers de succession, les documents de la fiducie, et plusieurs années d'activité financière, liées au compte de grand-père. Ce que personne ne prévoyait, c'était la quantité d'informations que ces archives allaient révéler. Et moi, encore moins. J'ai passé la plupart de ces semaines chez moi, à attendre des nouvelles. À 62 ans, je n'étais pas intéressé par les drames judiciaires. Je n'étais pas scotché à mon téléphone, dans l'espoir que quelqu'un soit démasqué. Je voulais simplement la vérité. Quelle que soit la nature de cette vérité. Pourtant, tous les quelques jours, mon avocate m'appelait. Chaque conversation semblait révéler quelque chose de nouveau, quelque chose de troublant. Un après-midi, elle m'a invité à son bureau. Je suis arrivé en portant un carnet et une tasse de café. Dès le moment où je me suis assise, j'ai su que quelque chose d'important s'était produit. « Émilie » a-t-elle dit prudemment. « L'examen financier soulève des questions. » « Quel genre de questions ?» Elle a fait glisser plusieurs documents sur son bureau. Des questions sur la transparence. J'ai étudié les papiers. La plupart ne signifiaient pas grand-chose pour moi, au début. Des relevés bancaires, des reçus de virement, des formulaires d'autorisation, des feuilles de calcul, et des colonnes de chiffres. Mais mon avocate m'a patiemment expliqué ce que les enquêteurs constataient. Sur une période de plusieurs années, diverses transactions financières avaient eu lieu, impliquant les actifs de grand-père. Beaucoup étaient parfaitement légales. Certaines paraissaient inhabituelles. D'autres semblaient difficiles à justifier. Le problème n'était pas nécessairement le vol, du moins pas encore. La question était de savoir si grand-père comprenait pleinement ce qui se passait, et s'il avait reçu des informations exactes, avant d'accepter certaines décisions. Cette distinction importait énormément, surtout dans le droit des successions. Qu'est-ce que cela signifie, ai-je demandé. Cela signifie que les enquêteurs creusent plus profondément. Pour la première fois, je me suis senti sincèrement triste. Pas en colère, mais triste, parce que peu importe ce qui allait suivre, cela impliquait ma famille. Aucune fille ne veut imaginer son père, profitant d'un parent âgé. Aucune sœur ne veut croire que son frère pourrait avoir franchi des limites éthiques. Et pourtant, les preuves continuaient de s'accumuler. Quelques jours plus tard, un autre fait nouveau a émergé. Plusieurs aides-soignants, qui avaient travaillé avec grand-père durant ces dernières années, ont été interrogés. L'une d'elles s'est souvenue d'une chose intéressante. Elle s'est souvenue que grand-père exprimait de la frustration, après ses réunions financières. Une autre s'est rappelé l'avoir vu poser des questions, sur des documents qu'il ne comprenait pas totalement. Aucune de ces déclarations ne prouvait une quelconque malversation, mais ensemble, elles brossaient un tableau. Le tableau d'un homme âgé tentant de suivre des questions financières compliquées, alors que sa santé déclinait lentement. Ensuite, ce fut au tour des voisins. Les gens sous-estiment les voisins. Ils voient des choses. Ils se souviennent de choses, en particulier dans les petites villes de l'Ohio. Une voisine de longue date a déclaré aux enquêteurs qu'elle me voyait souvent venir, parfois tous les jours. Elle voyait rarement mon père. Elle voyait rarement David. Un autre voisin se souvenait que grand-père se plaignait, non pas d'argent, mais de pression. La pression pour prendre des décisions. La pression pour signer des documents. La pression pour discuter de l'avenir. Là encore, rien de tout cela n'était explosif. Mais, pièce par pièce, le puzzle changeait de visage. Puis, l'avocat Michael Benson est entré en scène. L'avocat indépendant, que grand-père avait secrètement engagé. Jusqu'à ce moment-là, il avait presque eu l'air d'un fantôme, un nom sur des documents, une signature, un souvenir préservé sur du papier. Maintenant, il devenait bien réel, et, bien qu'à la retraite, Benson a accepté de coopérer. Ses dossiers étaient méticuleux, chaque réunion était documentée, chaque conversation résumée, et chaque recommandation conservée. Lorsque mon avocate m'a montré les copies, je suis resté sans voix. Grand-père avait été beaucoup plus réfléchi que quiconque ne l'avait réalisé. Des années auparavant, il avait exprimé des craintes quant à la protection de son patrimoine, non pas contre des étrangers, mais contre les conflits, contre les querelles familiales, et contre exactement le genre de situation qui se déroulait actuellement. Un mémo, écrit par Benson, s'est démarqué. Je me souviens encore de la phrase.
Walter Parker souhaite s'assurer que ses actifs profitent aux personnes en qui il a confiance, plutôt qu'à celles qui s'attendent simplement à hériter. Je l'ai lu 3 fois, puis une 4e. Pas à cause de l'argent, mais parce que cela ressemblait exactement à grand-père. Direct, juste et honnête. Alors que l'enquête se poursuivait, la pression a commencé à s'accumuler, sur mon père et mon frère. Les amis ont commencé à poser des questions. Les membres de l'église ont commencé à chuchoter. Rien ne se propage plus vite, dans une petite communauté, que l'incertitude. Pendant des décennies, Richard Parker avait été considéré comme un homme d'affaires local respecté. Maintenant, les gens n'étaient plus sûrs de ce qu'ils devaient penser. Je ne faisais pas la fête. Honnêtement, je détestais ça. L'humiliation ne procure pas une satisfaction aussi grande que l'imaginent les gens, en particulier lorsqu'elle implique quelqu'un que vous avez autrefois aimé. Un soir, mon téléphone a sonné de manière inattendue. C'était David. La première fois qu'il m'appelait depuis des mois. J'ai failli ne pas répondre, mais je l'ai fait. Émilie ? Sa voix semblait tendue. Que veux-tu ? Une longue pause a suivi. Puis, il a soupiré. Il faut que tu arrêtes ça. J'ai ri doucement. Cela l'a surpris. Qu'est-ce que j'arrête exactement ? Tu sais ce que je veux dire. Non, David. Pour la première fois depuis des années, j'ai parlé sans détour. Ce n'est pas moi qui ai créé cette situation. Tu donnes une mauvaise image de papa. Non. J'ai fixé mon regard à travers la fenêtre du salon. Quoi qu'il se passe en ce moment, c'est papa qui l'a créé lui-même. Un silence, puis un autre soupir. Finalement, il a raccroché. Cette conversation m'a dit tout ce que j'avais besoin de savoir. Parce que s'il croyait vraiment n'avoir rien fait de mal, il ne se ferait pas de soucis. La plus grande percée est arrivée, 2 semaines plus tard. Mon avocate a appelé, tôt un jeudi matin. Sa voix sonnait différemment. Excitée. Émilie, nous avons trouvé quelque chose. Mon estomac s'est noué. Quoi ? Un document de propriété. J'ai conduit jusqu'à son bureau immédiatement. À mon arrivée, elle m'en a tendu une copie. Dès que j'ai commencé à lire, j'ai compris pourquoi elle avait l'air si excitée. Des années avant sa mort, grand-père avait transféré d'importants droits de propriété à la fiducie. De façon légale, en bonne et due forme, avec des témoins, et sous la supervision d'un avocat. Les papiers paraissaient inattaquables. Pourtant, d'une manière ou d'une autre, mon père et mon frère l'avaient négligé, ou bien ils avaient supposé que personne ne le découvrirait jamais. Le document changeait tout. Des pans entiers de la succession n'appartenaient plus à la procédure d'homologation. Ils appartenaient à la fiducie, ce qui signifiait qu'ils allaient suivre les instructions de la fiducie, et non celles du testament. Pendant plusieurs instants, j'ai simplement fixé les pages. Grand-père avait anticipé chaque mouvement, chaque défi, et chaque argument. Non pas parce qu'il était paranoïaque, mais parce qu'il comprenait les gens, en particulier les personnes qu'il avait connues, toute sa vie. Une audience finale a été programmée pour le mois suivant. D'ici là, l'enquête serait achevée. Les preuves seraient examinées. Et le tribunal trancherait. En quittant le bureau de mon avocate ce jour-là, j'ai senti le poids des derniers mois s'abattre sur moi. La vérité se précisait enfin. Et plus nous approchions de l'audience finale, plus il devenait évident que le dernier plan de grand-père avait fonctionné, exactement comme il l'avait prévu. La seule question qui restait était de savoir comment mon père et mon frère réagiraient lorsque toute la vérité serait révélée en audience publique. L'audience finale d'homologation s'est déroulée par un mardi matin pluvieux, à la fin du mois d'avril. Je me souviens être resté debout devant le palais de justice pendant plusieurs minutes, avant d'y entrer. La pluie tombait sans relâche sur les trottoirs du centre-ville de Columbus. Les gens se pressaient en tenant des parapluies. La circulation avançait lentement, à travers les rues détrempées. Pour tous les autres, c'était une journée ordinaire. Pour ma famille, c'était le jour où tout serait enfin décidé. Je suis arrivé en avance. Des années de travail dans les écoles m'avaient enseigné la valeur de la ponctualité. Mon avocate était déjà là, en train de relire ses notes. Elle m'a accueilli, avec un sourire rassurant. « Vous êtes prête ?» J'ai pris une lente inspiration. Aussi prête que je le serais jamais. La vérité était que je n'étais plus angoissé, à l'idée de perdre.
Cette peur avait disparu des semaines plus tôt. Ce que je ressentais à la place, c'était de la tristesse. Le genre de tristesse qui vient quand on réalise qu'une famille ne sera peut-être plus jamais la même. Mon père et mon frère sont arrivés ensemble, environ 15 minutes plus tard. La différence entre aujourd'hui et la première audience était impossible à ignorer. Fini les sourires confiants. Fini les célébrations. Fini la certitude. Papa paraissait plus vieux. Beaucoup plus vieux. Ses épaules semblaient plus tombantes. Son visage avait l'air fatigué. David n'était pas très différent. Les mois d'enquête avaient laissé des traces visibles sur chacun d'eux. Pendant un bref instant, j'ai presque ressenti de la pitié pour eux. Puis je me suis souvenu de grand-père assis seul dans cette ferme, attendant des visiteurs qui venaient rarement, et ma compassion est devenue un peu plus complexe. L'audience a commencé, ponctuellement à 9 heures. Le même juge est entré, dans la même salle d'audience, avec les mêmes bancs en bois. Et pourtant, l'atmosphère paraissait complètement différente. Cette fois, tout le monde savait que quelque chose d'important était sur le point de se produire. Le juge a d'abord passé en revue plusieurs questions de procédure. Puis, il a porté son attention sur les conclusions de l'enquête. Pendant près d'1 heure, des preuves ont été présentées. Des dossiers financiers, des documents de la fiducie, la correspondance des avocats, les déclarations des témoins, et les transferts de propriété. Chaque élément ajoutait une nouvelle couche à l'histoire. Rien de tout cela n'était dramatique, au sens télévisuel du terme. Pas d'aveux choquants, pas de témoins surprises faisant irruption par les portes. La vraie vie fonctionne rarement de cette manière. Au lieu de cela, la vérité a émergé lentement, méthodiquement, comme une photographie qui se développe avec le temps. L'examinateur indépendant a expliqué ses conclusions. Sa conclusion était sans appel. Walter Parker avait légalement établi une fiducie, des années avant son décès. La fiducie avait été correctement financée. Les transferts de biens étaient valides. La documentation était complète. Plus important encore, la fiducie fonctionnait indépendamment du testament. Ce seul fait changeait tout. L'avocat de mon père a tenté de contester des parties du rapport. Il a argué que certaines intentions restaient floues. Il a remis en question les interprétations. Il a soulevé des objections techniques. Mais à chaque contestation, un autre document semblait apparaître. Une autre archive, une autre déclaration signée, une autre preuve confirmant les souhaits de grand-père. Les fondations étaient tout simplement trop solides. Ensuite, les dossiers de l'avocat Benson ont été introduits. L'avocat retraité spécialisé en succession n'était pas présent en personne ce jour-là, mais ses dossiers parlaient assez clairement. Des notes de réunion, des notes de service, des accusés de réception signés, et des explications détaillées sur la raison pour laquelle grand-père avait choisi la structure qu'il avait mise en place. Le juge a passé un temps considérable à examiner ces dossiers. À un moment donné, il a retiré ses lunettes et a regardé directement en direction de mon père. La salle est devenue très silencieuse. « Monsieur Parker », a-t-il dit prudemment. « Il apparaît que votre père a pris des mesures considérables, pour s'assurer que ses intentions soient respectées. » Papa n'a pas répondu. Il s'est contenté de fixer la table. Pour la première fois de ma vie, j'ai vu en lui quelque chose, qui ressemblait remarquablement à des regrets. L'audience s'est poursuivie. Les instructions de la fiducie ont été examinées. Lorsque les détails ont finalement été lus et consignés au dossier, la salle a semblé retenir son souffle. Grand-père avait bel et bien laissé des parts de son héritage, à mon père et à mon frère. Il ne les avait pas déshérités. Raclement de gorge pas entièrement, mais il recevrait beaucoup moins, que ce à quoi il s'attendait. La majorité des actifs de la fiducie étaient dirigés ailleurs. Une partie à des causes caritatives, une partie à des programmes communautaires, et une partie à des fins spécifiques que grand-père avait soigneusement définies. Et oui, une part substantielle m'avait été confiée. Non pas parce que j'étais sa préférée, non pas parce que j'étais sa petite-fille, mais parce que, selon ses propres mots écrits, j'avais constamment fait preuve de responsabilité, d'honnêteté, et d'un dévouement à la famille, sans rien attendre en retour. Entendre ces mots m'a presque brisé. Pendant des mois, tout le monde s'était focalisé sur l'argent. Mais, assise là, je ne pensais pas aux actifs. Je pensais à grand-père, aux conversations sur le porche, au café, aux visites chez le médecin, aux tempêtes d'hiver, et à ces moments ordinaires qui, discrètement,
avait bâti une confiance sur des décennies. Soudainement, rien de tout cela ne ressemblait plus à une victoire judiciaire. C'était comme une conversation d'adieu. Un message de grand-père, traversant le temps. Le juge a finalement rendu son verdict. La fiducie serait maintenue. Ses dispositions seraient respectées. Le reste de la succession procéderait, conformément aux documents légaux restants. Affaire classée. C'est ainsi que des mois d'incertitude se sont achevés, en l'espace de quelques minutes. Le marteau a frappé. Le son a résonné à travers la salle d'audience. Personne n'a célébré. Ni moi, ni mon avocate. Pas même les personnes qui avaient soutenu ma position. Parce que, malgré tout, ce n'était pas une fin heureuse. C'était, tout simplement, la vérité. Alors que les gens commençaient à rassembler leurs affaires, je suis restée assise. Le poids émotionnel du moment s'est abattu sur moi. Je pensais que je me sentirais triomphante. Ce ne fut pas le cas. Je me sentais fatiguée, soulagée, reconnaissante, mais pas triomphante. Mon père s'est lentement levé. Pendant plusieurs secondes, il a simplement fixé le sol. Puis, il a regardé dans ma direction. Nos regards se sont croisés, à travers la pièce. Il n'y avait plus de colère à présent. Pas d'arrogance, pas de victoire, juste un vieil homme confronté à des conséquences qu'il n'avait jamais anticipées. David paraissait tout aussi vaincu. La confiance qu'il avait caractérisée pendant des années semblait s'être évanouie. Aucun d'eux ne s'est approché de moi. Aucun n'a prononcé un mot. Et, honnêtement, j'en étais reconnaissante. Il ne restait plus rien à contester. Les documents avaient parlé. Le tribunal avait parlé. Et plus important encore, grand-père avait parlé. Alors que je m'apprêtais à partir, le juge a dit quelque chose d'inattendu. Pas formellement, ni dans le cadre de sa décision. Simplement comme un être humain parlant à un autre. Les affaires de succession révèlent souvent ce que les familles chérissent le plus. Il a fait une pause, puis a ajouté doucement. Parfois c'est l'argent, parfois c'est la confiance. Ces mots m'ont accompagné bien après avoir quitté le tribunal, car au fond de moi, je savais qu'il avait raison. Le véritable héritage n'avait jamais été l'argent. Le véritable héritage, c'était la confiance que grand-père avait placée en moi. Et ça, c'était quelque chose qu'aucun tribunal ne pouvait créer, et que personne ne pouvait m'enlever. Durant les premiers jours qui ont suivi la décision du tribunal, je n'ai presque rien fait. Non pas parce que j'étais submergé par la paperasse. Il y en avait beaucoup, pourtant. L'administration de la fiducie, les registres de propriété, les comptes financiers, les réunions avec les avocats et les comptables. Le travail semblait interminable, mais ce n'était pas ce qui occupait mon esprit. Ce qui occupait mon esprit, c'était grand-père. L'affaire judiciaire était terminée. Les disputes étaient terminées. L'incertitude était terminée. Et pour la première fois depuis son décès, j'avais l'espace nécessaire pour faire mon deuil. Un vrai deuil. Le genre de deuil qui arrive, une fois que le bruit s'est dissipé. Un samedi matin, j'ai conduit jusqu'à la ferme. Cette même ferme où grand-père avait passé la plus grande partie de sa vie. Ce même porche où nous avions contemplé ensemble un nombre incalculable de couchers de soleil. L'endroit paraissait étrangement paisible, presque comme si la terre elle-même avait attendu la fin du conflit. Le printemps était arrivé. Les champs commençaient à reverdir. Les oiseaux volaient à travers les arbres. Une légère brise transportait l'odeur familière de la terre et de l'herbe fraîche. Je me suis assise sur le porche, pendant près d'une heure. Pas de téléphone, pas de paperasse, pas de discussion juridique, juste le silence et les souvenirs. Pour la première fois, j'ai réalisé quelque chose d'important. Tout au long de la bataille judiciaire, je m'étais battu pour protéger les dernières volontés de grand-père. Mais je ne m'étais jamais arrêté pour me demander ce que moi je voulais. La réponse m'a surprise. Je ne voulais pas de vengeance. Raclement de gorge plus maintenant. Le tribunal avait déjà réglé les questions juridiques. Toute action au-delà de cela ne ferait que créer davantage de douleur. Ce que je voulais, c'était d'honorer la confiance que grand-père avait placée en moi. Rien de plus, rien de moins. Cette prise de conscience a façonné chaque décision qui a suivi. Au cours des mois suivants, j'ai travaillé en étroite collaboration avec des conseillers pour organiser les actifs de la fiducie.
il y avait des comptes d'investissement, des propriétés locatives, des terres agricoles, diverses participations financières, de quoi passer le reste de ma vie, entièrement concentré sur l'argent si je l'avais voulu, mais cette idée ne m'attirait pas. J'avais passé 35 ans en tant que bibliothécaire. Je savais ce qui comptait pour moi, et, étonnamment, ce n'était pas la richesse. L'une des premières décisions que j'ai prises concernait les terres agricoles. Plusieurs promoteurs ont exprimé leur intérêt, pour en acheter des parcelles. Les offres étaient généreuses, très généreuses. Beaucoup de gens auraient accepté immédiatement, mais je me suis souvenu de mes innombrables conversations avec grand-père. La fierté qu'il ressentait en parlant de cette terre, l'histoire qui y était rattachée, les générations qu'il avait travaillées, le fait de la vendre me semblait injuste. Alors, je ne l'ai pas fait. Au lieu de cela, j'ai conclu des accords à long terme qui permettraient aux familles d'agriculteurs locaux de continuer à utiliser les terres, tout en les préservant pour l'avenir. Lorsque j'ai signé les papiers, je pouvais presque entendre l'approbation de grand-père. Une autre partie de la fiducie a financé une chose qui me tenait encore plus à cœur, l'éducation. Plus particulièrement, les programmes de lecture. J'ai créé plusieurs petites bourses d'études, pour les étudiants locaux se destinant à des carrières dans l'enseignement, la bibliothéconomie, et l'éducation. Rien d'extravagant, juste assez pour les aider. Le genre d'aide pratique qui change des vies, une personne à la fois. Lors de la première cérémonie de remise des bourses, j'ai regardé une jeune femme accepter un prix, tout en retenant ses larmes. Elle était la première personne de sa famille à aller à l'université. Alors qu'elle remerciait toutes les personnes impliquées, je me suis surprise à penser encore une fois à grand-père. Il aurait adoré ce moment, plus que n'importe quelle victoire au tribunal, plus que n'importe quel relevé bancaire, parce qu'aider les autres avait toujours plus compté pour lui, que de les impressionner. Ensuite, il s'est produit une chose à laquelle je ne m'attendais pas du tout. Un soir, près de 8 mois après la fin de l'affaire judiciaire, mon téléphone a sonné. Le numéro qui s'affichait indiquait le nom de David. J'ai fixé l'écran pendant plusieurs secondes. Puis, j'ai répondu « Allô ». Pendant un instant, aucun de nous n'a parlé. Puis mon frère s'est raclé la gorge. « Émilie ?» Sa voix sonnait différemment. Plus douce, plus vieille d'une certaine façon. « Je te dois des excuses. » Je suis restée silencieuse. Non pas parce que je voulais le punir, mais parce que je ne savais sincèrement pas quoi répondre. David a continué. J'ai passé beaucoup de temps à blâmer tout le monde. Une autre pause. Mais la vérité, c'est que grand-père voyait les choses beaucoup plus clairement que moi. J'ai regardé par la fenêtre. Le soleil commençait à se coucher. Une lumière orangée envahissait la pièce. Il me manque aussi, ai-je dit doucement. La ligne est restée silencieuse pendant quelques secondes. Puis David a répondu, « Ouais ». Sa voix s'est légèrement brisée. Ce seul mot m'a tout dit. Pour la première fois, nous ne nous disputions pas pour de l'argent. Nous parlions de la perte, du regret, de la famille. La conversation a duré près d'1 heure. Cela n'a pas réparé par magie des décennies de distance. La vie n'est pas si simple, mais c'était un début, un petit pas en avant. Et parfois, ce sont les petits débuts qui comptent le plus. Ma relation avec mon père s'est avérée plus compliquée. Richard n'a jamais présenté d'excuses complètes, du moins pas de manière directe. La fierté peut devenir un lourd fardeau, à mesure que les gens vieillissent. Certains n'apprennent jamais comment s'en libérer. Pourtant, avec le temps, l'hostilité s'est estompée. De temps en temps, nous nous parlions pendant les fêtes, parfois de la famille, parfois de la météo, et parfois de rien d'important du tout. Les conversations restaient prudentes, mais elles étaient cordiales. À mon âge, j'avais appris que toutes les blessures ne guérissent pas complètement. Certaines cessent simplement de saigner, et c'est bien suffisant. Près d'1 an après la fin de l'affaire, je suis retourné à la ferme une dernière fois, pour faire le tri dans les dernières affaires personnelles restantes. La plupart avaient déjà été distribuées. Il ne restait qu'une poignée de cartons. De vieilles photos, des lettres, des archives familiales, les trésors ordinaires que les gens laissent derrière eux. À l'intérieur d'un carton, j'ai trouvé une petite enveloppe. Mon nom était écrit sur le devant, avec l'écriture de grand-père. Mes mains tremblaient, alors que je l'ouvrais. Le mot à l'intérieur était court, très court. Quelques paragraphes seulement, mais j'en porte encore une copie avec moi, aujourd'hui. Une section se démarquait,
plus que toutes les autres. Si tu lis ceci, alors les événements se sont probablement déroulés, comme je craignais qu'ils le fassent. J'ai souri avec tristesse. Même à ce moment-là, grand-père avait tout compris. La lettre continuait, l'argent a le don de révéler les caractères. Certaines personnes le poursuivent. Certaines personnes le protègent. Les personnes les plus rares sont celles qui se souviennent que ce n'est pas le but ultime. Mes yeux se sont remplis de larmes. Puis venait la dernière phrase, la phrase à laquelle je pense le plus souvent. Le plus grand des héritages, ce n'est pas la propriété matérielle. C'est de savoir qui tu es, quand on te retire cette propriété. Je suis resté assise là pendant un long moment, tenant la lettre dans mes mains, et regardant la lumière du soir s'estomper, à travers les fenêtres de la ferme. Finalement, j'ai compris la leçon que grand-père avait passé des années à m'enseigner. L'affaire judiciaire n'avait jamais vraiment tourné autour de l'argent. Elle parlait de confiance, de caractère, de présence, et de ces choix discrets que les gens font, quand personne ne les regarde. Ces choix deviennent notre héritage, et non nos possessions, ni nos titres, ni nos comptes bancaires. Des années plus tard, quand les gens me posent des questions sur l'affaire, ils veulent généralement entendre parler de la victoire au tribunal, de la fiducie surprise, de la bataille juridique, et du retournement de situation. Mais ce ne sont pas les parties dont je me souviens le plus. Je me souviens du café sur le porche, des conversations au coucher du soleil, d'une clé en laiton, d'un grand-père qui était là pour les gens, et qui m'a appris que la plus puissante des richesses, c'est l'intégrité. Si cette histoire vous a fait penser à quelqu'un qui, discrètement, a été présent pour vous dans les moments difficiles, prenez un moment pour vous souvenir d'eux, aujourd'hui. Et si vous avez un jour appris que le caractère compte plus que l'héritage, j'adorerais connaître vos impressions. Merci d'avoir passé ce moment avec moi. En attendant la prochaine fois, prenez soin des personnes que vous aimez, tant qu'elles sont encore là.